fais ta petite intro. C'est vrai, mais il n'y a pas trop d'intro en fait. Ah ouais, t'es en mode, Moi, je suis là, YOLO, genre, quoi. bonjour à tous, tu vois. Hello everybody. Allez, C'est vas-y, ça. je t'en prie. Es-tu prête? Oui. Dans cette intro qui est rajoutée au montage, j'ai pas mal de choses à vous préciser avant que cette interview ne commence. Déjà, point important, sachez que tous les mangas cités dans cet épisode sont listés dans la barre d'infos ou dans les notes du podcast. Comme ça, si un titre vous intrigue, vous avez la bonne orthographe pour vous renseigner à son sujet. Surtout que mon invité du jour va balancer quelques noms de mangas en japonais peu connus et très rapidement, donc comme ça c'est plus simple pour vous retrouver. Et sachez aussi que j'ai fait ça pour les 2 épisodes précédents si jamais vous vous posez la question. Et bon, en vous parlant de l'invité de cet épisode, il est temps que je vous la présente pour ceux qui ne la connaîtraient pas. C'est Angélique de la chaîne Tokimeki. C'est une fille qui est très fun, joyeuse et passionnée. Et pourtant, durant cet épisode et même quand je l'ai contactée pour cette interview, elle me disait qu'elle avait peur de ne pas avoir de choses à dire parce qu'elle n'était pas, je cite, une fan de manga. Malgré ce qu'elle pense d'elle-même, je me doutais qu'elle avait beaucoup de choses à dire. Et je peux vous garantir que je ne regrette pas d'avoir fait le déplacement pour aller l'interviewer. Parce que c'est une fille complexe, qui n'a pas sa langue dans sa poche et qui est vraiment dynamique. Parce qu'en fait, vous allez comprendre au fur et à mesure de l'interview qu'Angélique est surtout très fan d'une certaine Aeri Suzuki. Et il est important que je vous dresse un portrait rapide de cette artiste qui a accompagné Angélique dans la majeure partie de sa vie et qui donc ne peut pas s'empêcher d'en parler dans un podcast. Aeri, c'est une chanteuse qui a commencé sa carrière très jeune en étant sélectionnée pour le projet Hello Project Kids, qui visait à recruter 15 filles japonaises pour devenir des idols. Et c'est ainsi qu'elle va se retrouver à chanter dans le groupe très connu des Cute, ou encore des Buono. Et puis finalement, Airi, elle a sorti son premier album solo en 2018. Airi Suzuki est donc une artiste complète, c'est une chanteuse de J-pop, et c'est elle qui va faire découvrir le Japon à Angélique. Et maintenant que j'ai posé les bases, je peux vous laisser avec la discussion que j'ai eue avec Angélique. Alors attention par contre quand même, au tout début il y a un petit peu de bruit de micro qui sont tapés, mais c'est l'espace d'une trentaine de secondes à peu près. Il y en a un petit peu dans l'épisode, mais c'est très ponctuel, donc j'espère que ça va pas trop vous déranger, je suis désolée, mon matos n'est pas vraiment au top. Et oui aussi, à la fin, il y a un petit peu le retour de ces bruits de micro, parce qu'en fait on s'est enflammé dans la discussion, mais vous verrez, voilà, j'arrête de parler, je vous laisse avec l'épisode. Bonne écoute. Bonjour à tous, ici donc le podcast qui s'appelle La Case. On est pour le 4e épisode avec Angélique de la chaîne Tokimeki, qui est aussi maman d'un livre très récemment. Waouh. Étudié au Japon pour les nuls, chez First Edition. Voilà, elle fait sa petite promo. Ah oui, un petit peu quand même. Et donc aujourd'hui, j'ai très envie de revenir sur le parcours de lectrice de manga de Angélique. Donc la première question que je pose à tout le monde, c'est par quel manga t'as découvert cet univers ? Magic Knight Rayarts, qui est une série du coup de Clamp. Et en fait, un membre de ma famille me l'a prêté pour que je le lise. Donc à l'époque, c'était la mode de Goldorak, Captain Albator et tout machin. Et c'était un manga très vieux qui a été publié, je pense, en 96 ou 97, donc l'année où je suis née. Et on m'a prêté cette série et j'ai découvert ça et c'était sympa. C'est fou quand même. Et du coup, c'était un membre de ta famille, et est-ce que lui, il lisait beaucoup de mangas ? Pas forcément, mais en gros, mon parrain aimait beaucoup les mangas, parce qu'à l'époque, il y avait Dragon Ball, c'était sur RTL 9, je crois, je suis pas sûre qu'il était diffusé, et Senseiya aussi, donc il m'a fait découvrir ça, les mangas et les animés surtout grâce à ça.
Et sa copine en question avait quelques séries chez elle. Elle avait Magic Nine Rayards, elle avait Alice 19. Et du coup, c'était plutôt des vieilles séries pour l'époque, mais enfin, des vieilles, elles étaient plutôt récentes en France, mais c'était quand même assez vieux pour moi, pour mon âge. Mais du coup, elle me les a prêtées pour que je puisse lire, parce que c'est vrai qu'à cette époque-là, il y avait un engouement de la culture japonaise en France. Et du coup, elle m'a prêté ça, parce que moi, je connaissais pas du tout les mangas à la base. Et du coup, j'ai bien accroché. Et t'avais quel âge quand tu les as Mazette. Je peux pas te dire l'âge exact. Non, mais t'étais en quelle classe? Est-ce que tu te souviens un peu Ah près? non, pas trop. Mais j'étais très jeune. Hein. Mais t'étais je plutôt pense- genre 13 je ou 10 pense ans? de 7 à 10 ans à peu près. Ok. Ouais, parce qu'il y avait Dragon Ball qui était encore diffusé à la télé. Naruto et tout, c'était pas encore ultra connu. Mhm. Il y avait même pas encore Full Metal, tu vois. Donc, et c'était encore la période où il y avait Albator qui était encore bien connu des gens. Et ouais, non, Dragon Ball était diffusé ultra régulièrement. Du coup, je ne saurais pas te dire exactement, mais j'ai le souvenir que c'était quand j'étais très jeune. Du coup, ça doit être vraiment entre 7 et 10 ans. Un moment où je peux me rappeler que j'ai lu ça, quoi. Ah Où ouais. j'ai pu commencer à lire des livres toute seule, quoi. Ouais. Et j'ai une question archi con, mais moi dans ma famille, quand j'ai commencé à lire du manga, on va dire, mes parents sont un peu inquiétés parce qu'ils se disaient, comme je lis des trucs qui sont publiés dans l'autre sens, enfin tu sais, dans le sens inverse, ils avaient peur que qu'après je sois un peu perdue pour la lecture Non, des non, livres. pas du tout. Non, parce qu'à l'époque, il était indiqué. Bah, t'as toujours une page où ils te disent Oui. attention, vous êtes dans l'autre sens du manga. Non, il n'y a pas eu de souci à ce niveau-là. Mais ma famille, globalement, mon parrain aimait beaucoup les mangas et du coup, c'était le genre de personne à avoir une tapisserie Goldorak et tout. Ah ouais, un gros fan. C'était. Et puis à l'époque, il y avait le Club Dorothée et tout, et tout le Mm. monde regardait ça. Donc, non, ma famille était OK avec ça. Et mon grand-père aussi était un grand fan de dessins animés, pas forcément de manga, mais de dessins animés globalement. Donc, il n'y a pas. Il n'y a pas eu de. Je sais pas, d'appréhension par rapport aux animés ni aux mangas. Tant qu'on lisait, je pense que c'était bien pour eux, quoi. Que ce soit des BD comme des mangas, que ce soit dans l'autre sens ou pas. Il n'y a pas eu de. On m'ont jamais fait la remarque. Bah, c'est cool. C'est plutôt au niveau peut-être du sens de lecture. Après, quand j'ai commencé à lire en japonais, là c'était un peu compliqué, mais sinon en français, il n'y a pas eu de. Ils m'ont jamais fait de remarques non sur ça. Ok, ils t'ont jamais fait de remarque non plus par le fait que c'était japonais et pas. Non, pas du tout. Mais j'ai eu la chance parce que je sais qu'il y a plein de gens qui ont découvert la culture japonaise très jeunes qui n'ont pas eu cette chance-là. Moi, ma famille était très ouverte à ce niveau-là. Forcément, il y a des moments où elle me disait bon, c'est une passade, ça va lui passer. Mais non, ils ont été ultra. Parce que ça faisait partie de leur enfance aussi à eux. Donc, quand ils m'ont fait découvrir ça, c'était tout naturel en fait. Et c'était vraiment en plein essor en France. Donc, c'était pas bizarre. Et j'ai eu la chance d'avoir été entourée par des gens qui soutenaient au moins ma passion. Donc non, j'ai jamais eu de préjugés comme ça sur le fait que ce soit japonais et que ce soit pas européen ni rien du tout. Après, on était dans une famille où il y avait énormément de livres, de BD et tout. Donc il y avait Tintin, il y avait Snoopy, il y avait plein de trucs, les Schtroumpfs. Donc que ce soit vraiment, je pense qu'ils s'en fichaient tant que je lisais des trucs, quoi. Bah tant mieux. Ouais, c'était une bonne chose. Tu m'étonnes. Ouais. Et du coup, est-ce que c'est ce manga-là qui t'a fait vraiment rentrer dans la culture japonaise ou pas du tout? Non, pas du tout. Parce que moi, je suis pas du tout fan de manga. Du coup, j'ai connu des séries, forcément, parce que à l'époque, j'allais à la bibliothèque, etc. Donc, comme j'ai dit, il n'y avait pas encore Naruto, ce genre de choses. Donc, t'avais que quelques tomes de Naruto qui étaient disponibles, mais c'était pas la grande fureur, la grande série classique comme ça l'est maintenant. T'avais plutôt du Dr. Slump, Dragon Ball qui était disponible à la Bibli, et du coup moi j'allais en prendre quelques-uns, mais j'étais pas fan de manga du tout. Contrairement à certaines de mes amies à l'époque qui étaient à fond dans Full Metal, ce genre de choses, qui achetaient les mangas, Butler et tout ce genre de choses. Ouais. Non, j'ai jamais. Enfin, je suis pas rentrée dans la culture japonaise grâce à ça, moi c'est plutôt grâce à la musique. Mais c'est vrai que ça m'a permis de découvrir un peu cet univers-là qui commençait vraiment à devenir populaire en France. Grâce à ça, j'ai eu certaines bases. Je connaissais les grands classiques, même si j'avais pas forcément lu, je connaissais au moins de noms. Et il commençait à avoir de plus en plus de rayons manga dans
dans les centres commerciaux et tout, et du coup bah forcément moi j'allais tout le temps dans le rayon livre. Je pense qu'il y a plein de gens qui faisaient ça quand les parents ou quoi font les courses. Moi j'allais dans le rayon livre et du coup il y avait de plus en plus de mangas publiés, mais c'est pas ça qui m'a fait avoir un déclic pour la culture japonaise du tout. Ça y a pas participé en tout cas. Donc, moi j'aimerais bien qu'on en parle juste un petit peu de ce qui t'a fait rentrer dans la culture. La musique. Voilà, la musique, et en particulier une personne. Quelle transition. Oui, du coup, moi, je suis rentrée dans la culture japonaise. Enfin, j'ai voulu apprendre le japonais pour parler à Suzuki Haili, qui est mon idole depuis beaucoup de temps maintenant. Et en gros, ben, j'ai vu une vidéo de son audition. Et à l'époque, j'étais très petite. Et je vais pas raconter ma life, mais il y a des choses qui ont fait que j'avais pas forcément confiance en moi. Et ben, je la voyais, elle avait 8 ans et elle chantait avec une assurance extrême. Et je me suis dit, comment ça se fait que cette fille à l'autre bout du monde, elle ait autant d'assurance et que ben, moi, j'en ai pas. Et du coup, j'aimerais bien m'inspirer d'elle. Et donc, je suis tombée en amour avec elle, vraiment. Et je me suis dit, ben, il faut à tout prix que je fasse comme elle et que je me batte et que je vive ma passion et tout. Et du coup, j'ai commencé à me renseigner sur elle et tout. Et puis depuis ce temps-là, bah, je ne l'ai plus quittée. Ou elle ne m'a plus quittée, disons. Et du coup, j'ai appris le japonais pour lui parler un jour. Et bah, forcément, en apprenant le japonais, on est obligé de toucher à la littérature, à la culture, à la société japonaise. Donc ça m'a fait découvrir plein de sujets sur le Japon. Et c'est là que j'ai commencé à vraiment apprécier le pays et sa culture. Mais du coup, moi, c'est beaucoup grâce à la musique, au groupe d'idoles, du coup, les Kyoto, les Bono et surtout Suzuki Haili, que j'ai commencé à aimer le Japon. Et à l'époque, il y avait un grand essor aussi, en même temps que la culture japonaise, du visual kei en France. Il y avait plein de gens qui écoutaient ça. C'était la mode visual kei, le oshareke ça s'appelait, avec les gens qui se décoraient un peu en lolita, en déco lolita et tout, qui mettaient des pinces partout dans les cheveux. C'était l'époque du emo et tout, donc les gens ils adoraient ça, le truc kawaii qui venait du Japon. Et t'avais de plus en plus aussi, je parle de bail qui date d'il y a très longtemps, mais genre à Claire's, t'avais des collections avec des personnages de Sanrio et tout, Choco Cat, le chat noir et tout. Et du coup, forcément, quand t'aimes bien la musique japonaise, t'étais obligé de toucher par ça parce que bah, enfin, moi j'étais contente que ça arrive, même si c'était pas le style que j'aimais bien. Et du coup, il y avait de plus en plus de gens qui s'intéressaient à la culture japonaise, que ce soit les mangas ou les animés qui commençaient encore plus à se diffuser en France. Donc c'était une période assez propice pour commencer à affirmer cette passion du Japon. Mais du coup, ouais, c'est vraiment la musique qui m'a... Qui t'a fait rentrer dedans. Ouais. Ouais, et est-ce que les mangas t'ont aussi permis de comprendre peut-être un peu mieux certains aspects de la culture japonaise? Ou pas du tout? Pas vraiment, parce que les séries que j'ai suivies, c'était... À l'époque, hein, c'était très... fantasy un peu, bah, genre là je parlais de Magic Knight Hearts, mais il y a que quelques passages où elles sont dans la vie quotidienne, sinon après c'est dans un monde parallèle. Dragon Ball, bah voilà. Full Metal c'est pareil, donc c'est pas vraiment dans le Japon que ça se passe. Il y a d'autres séries forcément comme Chobits que j'ai découvert en animé avant de découvrir en manga. Où du coup bah, ça se passe dans la vie quotidienne japonaise où là forcément bah, tu avais des différences culturelles mais comme je connaissais déjà ces différences là parce que du coup je m'étais renseignée dessus avant, ça me choquait pas ou alors ça m'a pas forcément aidé à découvrir ça. C'est vraiment beaucoup les articles que je lisais, les livres que j'ai pu lire autres que les mangas qui m'ont aidé, mais après ça permettait d'avoir un certain visuel sur les paysages japonais notamment et la vie en elle-même dans un appartement au Japon, comment ça se passait et tout, parce que c'est vrai qu'à l'époque il n'y avait pas énormément de contenu sur ça. Puis c'était difficile à trouver aussi. Aussi, ouais. À l'époque, sur Internet, c'était vraiment compliqué. Après, je t'en ai parlé en privé tout à l'heure. Moi, j'avais accord parental, tu vois. Du coup, Google Images, je pouvais pas y accéder. Du coup, j'avais que Wikipédia. Et donc, moi, je pouvais faire mes recherches que sur ça. Donc, les images d'illustration, c'était des maisons en tatami et tout. Donc, tu vois, c'était... tu tapais appartement Tokyo, tu voyais des maisons en tatami, parce que c'est ce qui montre, forcément, parce que c'est ce qui est atypique. Mais du coup, grâce aux animés, j'ai pu voir que, non, c'était pas que... en mode pas que comme ça quoi. Ouais, c'était pas que comme ça et que c'était aussi très très moderne, c'était des villes très modernes et une culture très moderne, donc peut-être que ouais, ça m'a fait découvrir plus la vie quotidienne sur certains aspects, mais pas plus que ça quoi. Pas plus que ça. Et donc dans la période où t'as commencé à t'intéresser à la musique et tout ça, et à peu près on dira vers l'adolescence, est-ce qu'il y a un titre
de manga qui t'a marqué particulièrement? Oh là là. Il y en a 2. Il y a Elfen Lied, que j'ai kiffé de ouf. Et ça aussi, c'est pareil, je l'ai découvert en animé avant. Faut vraiment que tu le regardes, c'est très très bien. Et en fait, moi, j'aime beaucoup les mangas un peu gore et un peu genre qui traitent de sujets lourds. Et celui-là, il m'a vraiment beaucoup ému. Et en fait, à l'époque, j'avais une amie qui était fan du personnage principal. Et du coup, forcément, elle m'a fait découvrir ça. Et moi, j'ai adoré. Et je me suis rendu compte que c'est pas parce que c'était des... Là, je parle de l'animé en question, pas du manga, parce que je l'ai lu quand j'étais au Japon, mais pas à cette époque-là. Ça m'a fait me rendre compte que c'est pas parce que c'était des dessins animés qu'ils pouvaient pas traiter de sujets sérieux, ils pouvaient pas raconter des histoires Enfin, il n'y avait pas que des histoires sympas et des happy end. Et du coup, j'ai beaucoup aimé cette série. Et il y a Chobits aussi, ouais, vraiment, que j'ai beaucoup aimé. Et ça aussi, elle m'a marqué parce que il y avait des rebondissements et tout, et c'était vraiment bien. Et d'ailleurs, c'était un de mes premiers pseudos sur Internet. J'avais pris le Chobi de Chobits. J'aimais bien ça parce que j'avais un pseudo, mais je vais pas le partager parce qu'ils vont tous aller chercher. Et en fait, j'avais pris le Chobi parce que ça ressemblait à Chibi petit. Et du coup, j'avais pris Chobi de Chobits. Et sinon, il y avait une autre série qui était pas très connue à l'époque. C'est Higurashi. Higurashi no Nakukoloni. Et ça venait du jeu, du coup. Et je sais plus si à l'époque elle était déjà publiée en France en manga, mais en tout cas, je l'ai vue en animé. Et j'ai kiffé. C'était. J'y comprenais rien, j'étais là en mode quoi? Qu'est-ce qui se passe? Là, tu regardais en japonais mais sous-titré français ou... Alors, il y a certaines fois, c'est très compliqué de trouver les épisodes sous-titrés, donc je regardais en japonais, je comprenais R. Surtout que c'est un manga Enfin, c'est un animé qui. Ça part dans tous les sens, il y a plusieurs arcs et tout. Et j'étais là, mais qu'est-ce qui se passe? Et en fait, j'ai kiffé. Et ouais, je pense que c'est les 2 plus grosses séries qui m'ont marqué. Parce que forcément, il y en a d'autres qui étaient ultra populaires à ce moment-là, genre Full Metal, mais moi, je l'ai pas regardé avant l'arrivée de Netflix. Et du coup, bah, je comprenais pas l'engouement. C'est pareil pour Naruto. J'ai jamais vu un seul épisode. Forcément, ça passait à la télé, donc des fois, je voyais de loin. Mais j'ai jamais accroché, donc j'ai jamais participé à l'essor des séries qui commençaient à devenir vraiment populaires en France. Donc, j'ai essayé de découvrir des trucs un peu chambés. Et au final, c'était des séries populaires, mais dont pas beaucoup de gens parlaient à l'époque. Donc, ouais. Genre, tu regardais des animés en japonais, mais est-ce que tu parlais japonais à cette période-là? Non, je commençais à apprendre le japonais. En fait, j'ai commencé sérieusement à apprendre quand je suis rentrée à la fac. Mais ça fait 10 ans que je fais mon fansite sur Ailey et plus de 15 ans que je la connais. Donc forcément, je suivais ses interviews, etc. Donc il y a certains mots, expressions que je connaissais. Le syllabaire japonais, je le connaissais, pas par cœur, mais je le connaissais. Et du coup, je suivais ça. En fait, ça me gênait pas de suivre ça parce que ça me faisait apprendre des choses. À l'époque, j'avais pas cette optique d'essayer de devenir bilingue ou d'apprendre du japonais. Je voulais simplement lui parler. Donc il fallait que j'apprenne beaucoup de vocabulaire, etc. Donc j'essayais, j'avais des petits cahiers et tout, où j'écrivais des trucs genre Neko, et Watashi, ça veut dire moi et tout, bon, comme les premiers cahiers que beaucoup de gens ont fait, je pense. Mais ouais, du coup, c'était assez rigolo. Mais non, je parlais pas japonais, mais j'avais une bonne écoute du japonais déjà. Parce que parce du que coup, t'étais fait j'étais ouais, et à la musique japonaise et tout, donc forcément, ouais. Et est-ce que, après, quand t'es arrivé, du coup, plutôt dans l'adolescence, est-ce qu'il y a un manga qui t'a marqué ou pas du tout? C'est plus concentré sur la musique? Un manga qui m'a marqué pendant l'adolescence. Oh, je suis en train de chercher. Un manga qui m'a marqué pendant l'adolescence. Non, non, j'ai pas eu de. Non, j'ai pas eu d'œuvres en particulier qui m'ont marqué, non. Pendant l'adolescence. C'est plus après, j'ai vraiment commencé à. Ouais, parce que après t'es rentrée en fac de japonais et là je suppose que t'as rencontré plein de gens qui lisaient des mangas. Ouais, mais en fait, c'est même pas là. C'est quand je suis partie au Japon, là j'ai commencé à lire parce que ben, je savais lire le japonais et du coup, ben, je pouvais comprendre plus facilement ce dont les mangas parlaient. Et à un moment, je me suis dit, bon, peut-être que les animés que j'ai regardés, beaucoup de gens m'ont dit, des fois, les animés, ils ont pas la même fin, ou c'est pas la même histoire. Et je me suis dit, peut-être que ça serait bien de lire les œuvres originales. Et du coup, j'ai commencé à acheter les œuvres originales quand j'étais au Japon, à Book Off et tout.
Et je me dis, ah ouais, c'est vachement bien. Et du coup, ben, en général, comme c'est trié au Japon par éditeur, pas par auteur, tu tombes souvent, un éditeur, souvent c'est des titres assez similaires. Et du coup, bah, tu regardes sur l'autre étagère et tu tombes sur des trucs sympas et tout. Donc, pendant l'adolescence, non, il n'y a pas eu quelque chose qui m'a marqué en particulier, mais c'est vraiment plus tard que je me suis intéressée au manga papier en tout cas. Ouais. Les animés, c'était plus facile d'accès. Parce que bah, je te dis, aux bibliothèques auxquelles j'allais dans mon petit patelin, il n'y avait pas grand chose. À Auchan, où j'allais, il n'y avait que Dragon Ball, tu sais, les tomes doubles à l'époque qui sortaient, les gros jaunes là. Et t'avais Senseiya aussi, mais c'est tout quoi. Il y avait pas. Il y avait Détective Conan. Ah ouais. Détective Conan, j'ai oublié d'en parler, j'adorais ça. C'est vrai? J'adorais ça, mais j'adore les affaires criminelles du Ah coup. bah oui. Et ce depuis toute petite. Toute petite, j'adore ça. Et ma mamie, elle me disait, Angélique. Quand tu étais petite, t'achetais des magazines, tu voulais qu'on t'achète des magazines et tout qui parlent de ça, et nous on voulait pas parce que c'était pas de ton âge. Et genre j'aimais ça, et ma grand-mère qui ne connaissait absolument rien au manga m'achetait le tome à chaque fois qu'il sortait. Elle a arrêté au bout du 10e parce qu'elle a dit bon Angélique, Il y en a trop voilà, là. ça fait beaucoup. Mais oui, elle m'achetait le tome, et j'ai le souvenir d'avoir eu le premier tome de Détective Conan qui est sorti en France du coup. Du coup j'étais contente, et j'aimais bien Détective Conan, ouais. Je me rappelle toujours de la première histoire. Mais ouais, du coup, Détective Conan, j'ai beaucoup aimé. Mais je pourrais pas en parler en mode c'est le manga qui a marqué mon adolescence, mais c'est une des séries manga papier que j'ai vraiment kiffé, et j'attendais avec impatience que ça sorte, ouais. Trop cool. Tu vois, tu me fais rappeler des trucs, c'est vrai. Mais moi, je m'en souvenais plus. Ouais. C'est marrant. Mais du coup, maintenant, il y a tellement de tomes, il y a tellement de séries dérivées, de spin-off et tout, que j'ai un peu lâché l'affaire parce que je sais même plus par où commencer. En fait, j'ai voulu reprendre la lecture, mais je sais plus parce que le nom déjà est tellement différent en japonais, et t'as plein de spin-off et tout, et je sais plus en fait par quelle série, je sais même pas si c'est la vraie série première que j'ai commencé, tu vois. C'était un tome bleu, je crois. Ouais. Et c'était une histoire où il y avait un parc d'attractions et quelqu'un se faisait décapiter dans un parc d'attractions. Sympa. C'était sympa. Mais ouais, ce genre de choses. Et donc, pour raconter un peu aux auditeurs, toi, t'as fait donc, tes années lycée, après t'as fait ta fac de japonais, et t'es parti au Japon. Ouais. Donc, c'est à cette période-là où t'es parti au Japon, où t'as découvert donc, certains mangas papier plutôt. Ouais. Et c'est quoi qui t'a vraiment marqué là-bas? Genre, est-ce que la diversité de tout ce qui était proposé, ça t'a vraiment marqué? Ou t'as retrouvé à peu près la même offre en France? Déjà, moi, ce qui m'a saoulé au Japon, c'est le fait que ça soit trié par éditeur. Quand tu rentres dans un truc, ça m'a saoulé parce qu'il y a trop de choses, il y a trop de choix. Franchement, il y a trop de choses. Et si c'était trié par auteur, tu comprendrais, tu vois, où il faut aller. Mais là, tu rentres dans une librairie japonaise, t'as tellement de choses, tu débloques. Donc, il y a une grosse offre et t'as plein de styles différents. Au moment où je suis partie au Japon, il y avait beaucoup quand même d'éditeurs de manga en France, tu vois, c'était quand même vachement développé. T'avais des rayons complets dans les librairies, tu vois. Moi, quand j'ai commencé à connaître les mangas, t'avais qu'une étagère dans tout Auchan, tu vois, qui était consacrée à ça. Maintenant, t'as des coins manga dans toutes les librairies. Ce qui m'a le plus marqué, c'est la diversité des séries proposées et le rythme à laquelle elles sont publiées, quoi. C'est un truc de malade. Ouais. C'est un truc de dingue. C'est une vraie parce industrie. que du coup, en parlant de Heidi, du coup, moi, elle apparaissait dans certains magazines, genre Yungangan, où du coup des séries sont publiées, ce genre de choses. Et elle apparaissait dans un magazine, disons, en avril, elle réapparaissait en juin, et t'avais déjà la série qui était terminée, 5 autres qui avaient commencé, genre, et c'est un rythme de dingue. Et du coup, tous les jours, je passais du coup devant une librairie pour aller au travail. Tous les jours, les mangas échangeaient sur l'étalage et tout. Forcément, les séries populaires restaient là. Genre One Piece, le tome de One Piece, il est resté là pendant 2 semaines, tu vois. Mais t'avais tous les jours des nouvelles séries qui étaient là. Et je me disais, comment tu fais pour trouver des pépites dans ce choix énorme, tu vois. C'est comme la vidéo où le gars il dit il y a trop de sauce, je sais pas quelle prendre, tu vois. Bah, c'est pareil. Moi j'étais là en mode ok, qu'est-ce que je peux faire pour commencer? Parce que du coup à un moment il va falloir que je commence. Il y a sûrement j'aime bien lire, donc il y a forcément des séries qui vont me plaire. Qu'est-ce que je peux faire pour commencer? Et c'est souvent grâce aux recommandations des gens, tu vois, que t'as commencé. Que j'ai commencé à lire certaines séries et qui m'ont entraîné vers d'autres séries, ce genre de choses. Et du coup, c'est quoi la première série que t'as lue au Japon? Ou peut-être pas la première, mais celle qui t'a le plus marqué. La première que je suis partie acheter au Japon, c'est... du coup, j'en ai parlé dans une de mes vidéos, c'est Watashi no Oichi wa Honyasan, celui que je t'ai montré tout à l'heure. Et en fait, j'avais trouvé
les 2 premiers tomes à Book Off et Book of France. Hein. Et du coup, j'avais pris ça parce qu'il coûtait pas cher et en fait, c'était trop marrant. Et je me suis dit, bah, dès que je vais à Book of Japon, il faut que j'essaie de les trouver. J'ai trouvé tous les tomes, du coup, je suis partie acheter ça. Et en fait, plus que les librairies, moi, je commandais sur Internet parce que sur des sites d'occasion japonais, genre Yahoo Auction, t'as énormément de gens qui vendent les séries complètes ça, de c'est trop manga bien. pour des prix, mais tellement dérisoires. Et du coup, je me suis dit, tous les animés que j'ai kiffés, il me les faut en manga. Et du coup, j'ai commencé à acheter tous les animés que j'avais vus, genre Elfen Lied, Chobits, etc. Je me suis dit, il me faut tous les mangas. Et ça coûte tellement pas cher. Et genre, Olutuba Ebitsu, qui était devenu populaire sur Dailymotion, et après ça a été partagé et tout. Moi, j'ai connu ça sur Dailymotion. Je me suis dit, un jour, j'aimerais bien le lire en japonais, parce que je savais pas que c'était un manga à la base. Et C'est le truc du... Non, c'est pas le truc du hamster? Non, c'est pas celui-là. De quoi? Si, c'est du hamster. Ouais. Là. Mais si tu dis Olutuba Ebitsu, je pense que les gens ils connaissent pas, mais si je dis le hamster pervers, je pense qu'ils vont connaître. Mais du coup, en fait, c'est un manga à la base et je ne savais pas. Et en fait, juste pour raconter, c'est l'histoire d'un hamster pervers qui vit chez une meuf. Ouais. Et bah, l'animé, si vous regardez ça, vous allez comprendre très vite. En fait, c'est un animé qui était publié qui était diffusé à des horaires d'adultes au Japon. Et en fait, c'est une parodie d'Hamtaro. C'est carrément une parodie d'Hamtaro. Mais en mode trash, en mode pervers, trash, vraiment genre. trash pervers. Et en fait, moi, ça me fait rire. Et du coup, je me suis dit, j'aimerais bien voir c'est quoi le manga. Et en fait, il est très très vieux. Et du coup, j'ai acheté toute la série sur internet et tout pour je crois que c'était 500 yens les 15 tomes. Putain. Et du coup, j'ai acheté plein de choses comme ça. Et après, t'avais des mangas qui étaient publiés en France, mais dont le rythme était tellement lent. T'avais un manga de chat qui s'appelait What's Michael, qui était publié chez Glénat, je crois, que je kiffais de ouf. Et ils étaient tellement longs à publier. Franchement, je suis même pas sûre qu'ils soient encore publiés maintenant. Non. Et ben genre, moi, je l'attendais avec impatience. Et ben, j'ai jamais réussi à voir plus loin que les... Là, il y a le tome 3 qui est sorti, mais il y a très longtemps, je pense. Mais moi, à l'époque où je suis allée au Japon, il y avait que les 2 qui sont sortis, je pense. Hein. Ou alors, je l'avais pas trouvé, le 3. Et du coup, je me suis dit, bah mince, il me faut la suite. Du coup, j'ai acheté toute la série. Après, Lucky Star, qui est un animé que j'ai beaucoup aimé. C'est un de mes animés préférés. Je me suis dit, pareil que Ebitsu, je me suis dit, j'aime bien l'animé. Est-ce que je vais aimer le manga aussi? Et en fait, c'est pas du tout le même style. Donc j'ai commencé à acheter le manga, etc. Donc ouais, le premier c'est Watashi no Oichi wa Honyasan. Et après, je me suis enflammée. J'ai acheté toutes les séries que je voulais. Mais c'est tellement pas cher là-bas que. C'est un truc de ouf. Franchement, tu vas là-bas, tu reviens avec 15 kilos de livres. T'as tout ramené? J'ai ramené les 3/4, je pense. Et après, on a fait du tri, forcément. Mais j'ai ramené les 3/4. Et il y a des choses que j'ai revendues après parce que en fait ça me plaisait pas, genre Lucky Star en manga j'aime pas du tout. Et d'autres où je me suis dit je pense que vaut mieux en acheter des neufs parce que ils sont jolis et du coup je préfère neufs, même si au manga, enfin au niveau de l'occasion manga au Japon en général ils sont dans très bon état, mais je me suis dit j'aimerais bien acheter les versions neuves quand même pour et du coup c'est pour ça que j'ai pas Chobits et j'ai pas Elfen Lied parce que je veux les racheter en neuf quand je serai là-bas s'ils sont encore publiés. Ce que je ne pense pas. Ouais, mais ouais, du coup, on verra. Ok. Et après ça, genre actuellement, est-ce que tu continues à lire des mangas? Ça dépend. En fait, j'ai des périodes où je vais être à fond et après, des fois, j'aurai plus le temps, je vais arrêter. On a la chance d'avoir des applications maintenant, même japonaises ou françaises, où tu peux lire des mangas de façon légale. Ouais. Et t'as plein de séries qui sont publiées sur Line Manga, etc. Genre des séries populaires et du coup je lis dessus après c'est souvent par recommandation, tu vois, je me dis j'ai envie de regarder des mangas et en général je commence toujours par l'animé. C'est très rare que sauf si les séries sont pas publiées en animé forcément que je tombe dessus, mais c'est très rare que je lise un manga parce que j'ai envie de le lire. Je commence d'abord par l'animé pour voir si l'univers me plaît et après je me mets dans le manga. Du coup, il y a énormément de mangas que j'ai commencé à lire grâce à Netflix. Et sinon, après, c'est des recommandations des gens. Des fois, je demande aux abonnés vous avez des séries à conseiller. Du coup, ils m'envoient des noms. Et du coup, je vais. Des fois, les éditeurs, même français, partagent des chapitres gratuits. Du coup, ça te permet de lire aussi et de voir si ça te plaît. Et du coup, je continue d'en lire, mais de temps en temps. Et c'est vraiment par période en fait. Et genre là, dernièrement, il y a un mois et demi, j'avais demandé aux abonnés des séries un peu gore et machin.
Ils m'ont conseillé plein de trucs et du coup, pendant un mois, Trop j'ai fait bien. que ça. J'ai lu. Et il est ressorti des pépites, hein, quand même. Et genre Museum, j'ai kiffé de ouf. Ah ouais. J'ai kiffé, mais genre j'ai kiffé de ouf. Je suis sortie de là, je dis bim. C'était vraiment bien. Mais ça m'a fait bien rire parce que ton tweet où t'as dit ouais, conseillez-moi des mangas horreur et tout, j'étais là. Oh, elle lit ça. Non, j'ai kiffé et il y avait plein d'autres choses. Après, forcément, des fois, ils conseillent des trucs dans un certain style, mais l'univers me plaît pas forcément. Genre, par exemple, on m'a conseillé à fond la caisse Gantz. J'aime pas du tout, j'ai pas aimé. Psycho Pass, tout le monde m'a dit, il faut que tu regardes ça, mais j'ai pas du tout aimé. Mais il y avait plein de choses, genre Another, que j'ai lu, Kimi Dake no Inaimachi aussi, qui est bien, et Erased, ça s'appelle, je crois. Hein. Ça, j'ai bien aimé. Et puis après, t'as des séries qui sont pas encore terminées. Ingojima. Kichigojima aussi, des trucs assez violents. Et sinon, dernièrement, le truc le plus, je dirais grand public, le truc qui a fait fureur ici et que j'ai commencé à lire, c'est Yakusoku no Neverland, The Promised Neverland. Ouais. J'ai un peu de mal, je veux pas faire la meuf hipster, j'ai un peu de mal à accrocher à des séries qui sont ultra populaires parce que comme j'ai du mal à accrocher en général, genre par exemple Naruto, c'est pas du tout mon truc, One Piece non plus, je me dis à chaque fois que les séries populaires, elles vont pas forcément me plaire, donc j'ai ce blocage là. C'est pour ça que j'ai commencé très tard à Full Metal Alchemist. Et Tokyo Ghoul, c'est pareil, en fait j'ai adoré, Adin aussi, mais comme c'était populaire, tout le monde en parlait, je me suis dit, je pense pas que ça risque de me plaire. Et du coup, tout le monde en parlait, je me dis, mince, faut que je commence. Et en fait, j'ai regardé les illustrations. Je me suis dit, waouh, c'est magnifique, il faut que je commence à lire ça. Et dès le premier chapitre, j'ai accroché. Du coup, ouais, ça, j'ai bien aimé. Trop cool. Et ça me fait penser, est-ce que tu lis des trucs genre des seinen un peu glauques, ce genre de choses? Parce que maintenant, je trouve que les éditeurs, ils publient vachement de seinen courts, genre qui font, je sais pas, 4 tomes, 5 tomes. Et il y a vraiment des perles. Genre, notamment, je sais pas si tu connais l'auteur qui s'appelle Inyo Asano. Genre, il est plutôt connu maintenant en France et il fait des trucs, mais je pense, vu ce que tu racontes, ça mais genre quoi? Parce qu'en fait, moi, les auteurs, je les connais pas forcément, c'est plus les œuvres. Il a fait Bonne Nuit Pun Pun. Qui est le plus oui, connu. Ouais, on me l'a conseillé, ouais. Putain. On me l'a Genre, si conseillé. t'aimes les trucs de meurtre, de trucs comme ça, genre vraiment lis ça. On me l'a conseillé, ouais. Je l'ai lu, je crois que c'est Manu de Nihon Bazar qui m'a conseillé ça, mais je ne suis pas sûre. Mais oui, je l'ai lu, mais je crois que j'ai pas accroché. Ah ouais? Si c'est celui dont je me rappelle, tu vois, si je m'en rappelle plus, c'est que je... Ah oui, j'ai pas aimé, du tout. Ah ouais? Ouais, non. C'est ouf. C'est l'univers, je pense, qui m'a... j'ai pas aimé. Moi, j'ai trouvé que c'était une claque tellement puissante, c'est à la fois genre déroutant, gore et trop bizarre parce qu'en fait le personnage principal est extrêmement mignon. C'est genre un petit fantôme avec des pattes de poulet et il est dans un univers mais glauquissime, il lui arrive mais que des trucs infâmes, c'est horrible. Et puis les humains qui dessinent sont vraiment mais dégueulasse, ouais. je trouve. Après, au niveau des dessins, j'ai rien à dire. Mais au niveau de l'univers, j'ai pas aimé. Mais il y a un manga, mince, le titre en français, c'est Les Liens du Sang, je crois. J'ai trouvé les dessins vraiment réalistes. Enfin, c'était vraiment effrayant. C'est pas gore, mais les expressions qu'il met dans les yeux des personnages et tout, à travers son dessin, ça se transmet. Tu ressens la haine et le malaise, tu vois. Et moi, j'ai bien aimé. Il y a des trucs comme ça qui te mettent mal. Je trouve que c'est incroyable par le dessin d'arriver à retranscrire ça. Genre, tu regardes une image et t'es pas bien. C'est pas grave, ça se coupe au montage. Ouais, il y a quoi comme autre série qui m'a... la première vraiment qui m'a vraiment choquée, c'était Higurashi. Genre vraiment, j'étais là en mode... qu'est-ce qui s'est passé? Mais les séries qui m'ont le plus mis mal à l'aise, vraiment, je pense la dernière que j'ai lue, c'était Les Liens du Sang, où j'étais là en mode ouh, et j'ai dû arrêter de lire en mode elle me fait peur, le personnage de la mère me fait vraiment peur, et je me suis dit ah ouais, ça fait peur, mais c'est bien, moi j'aime bien. C'est ce que je recherche. Mais je trouve ça ouf d'avoir justement ce genre d'émotion par le papier, tu vois, parce que souvent on s'attend ça par un film d'horreur, un truc comme ça, mais je trouve que en dessin, c'est incroyable. C'est incroyable. Ouais. Mais c'est comme Yakusoku no Neverland aussi. Les dessins sont magnifiques. Et spoiler incoming, s'il y a des gens qui l'ont pas vu, qui l'ont pas lu, n'écoutez pas. Du coup, dans le premier manga, moi, je ne savais pas du tout que c'était ce genre d'histoire. Et dès le moment où tu vois le changement d'expression dans le visage de la mère, et j'ai fait
ah ouais, c'est vraiment bien fait, quoi. Ouais. C'est vraiment bien dessiné, quoi. Moi, je trouve que c'est trop ouf comment ça vrille d'un coup. Et t'es là, wow, Mais en plus, tu t'y attends. Mais c'est pas un changement comme ça de plot ultra agressif en mode tu te dis mais qu'est-ce qui s'est passé, tu vois, c'est un truc qui vient naturellement mais en même temps qui te surprend et vraiment moi les dessins je les ai trouvés magnifiques et les expressions de méchanceté je les ai vraiment bien aimées et la douleur dans les yeux des personnages et l'incompréhension et la peur parce que c'est des enfants te retransmettre ça c'est quand même assez incroyable. Il y a vraiment des mangaka mais du coup malheureusement je ne suis pas assez comment dire euh, Connaisseuse. ouais, voilà, sur les noms, mais qui arrive à te retransmettre des émotions comme ça par papier et c'est assez incroyable. Ouais, c'est pas mal. Tu m'étonnes. Mais tout à l'heure, t'as dit un truc qui m'a vachement fait tiquer parce que t'as dit que t'as découvert plein d'animés grâce à Netflix. Mm-hmm. Et en fait, j'aimerais bien qu'on parle un peu de ça parce que c'est vrai que Enfin, je vois un peu sur Twitter des gens qui ont ragé, notamment parce que, je sais plus, ils ont sorti Evangelion cet été. Ouais. Et ils étaient tous là, ah non, mais vous donnez vraiment un truc magnifique à des gens qui n'y connaissent rien, c'est n'importe quoi et tout. Alors que moi, je suis hyper contente que Netflix mette à sortir des animés aussi populaires pour justement que les gens en profitent et qu'il y ait de plus en plus de gens qui aiment ça. Et donc je suis contente que toi t'aies découvert des bons animés grâce à Netflix. Oui, mais tu te rends compte que moi, si jamais il n'y avait pas eu Netflix, j'aurais jamais ouvert Full Metal, tu vois. Parce que et c'est pas forcément. Comment dire, tu te rends pas compte de l'histoire forcément en ouvrant le volume du manga, tu vois. Moi, quand je suis à la librairie où je regarde, j'ouvre le volume du manga, je me dis pas, ça va raconter cette histoire-là. Je me dis, oh, je vois des gars en armure, je vois un mec qui parle de pierre philosophale, je me dis, ok, allez, salut, tu vois. Non, mais l'animé, dès que tu rentres dedans, tu te dis, ah. Ça touche à des sujets plus sérieux, ça touche à ça, les personnages ont plus de profondeur, tu vois. Quand tu ouvres un. Tu vois, tu peux pas forcément avoir la profondeur et le message que veut faire passer l'auteur en ouvrant simplement le manga, tu vois. Ouais, peu importe, mais globalement l'auteur de manga ou l'autrice de manga. Donc l'anime, ça permet de faire découvrir pas mal d'univers à beaucoup de gens. Et c'est pareil que les personnes qui. Par exemple, moi j'ai préféré les livres de Game of Thrones à la série, tu vois, mais il y a plein de gens qui n'auraient aucune connaissance de cette série si elle n'avait pas été adaptée en film parce que ça les groupes a vexé, tu vois. Il y a plein de gens qui sont rebutés simplement par le nombre de pages, tu vois. Et là, les animés, c'est pareil. Je pense quand tu vois une série comme One Piece qui a je sais pas combien de tomes, moi perso, ça me décourage. Là, j'ai pas du tout envie de commencer, tu vois. Même s'il y a plein de gens qui me disent tu devrais et tout, ça me donne pas du tout envie. L'animé, ça donne un format plus accessible, tu vois. Et je pense qu'il y a plein de gens qui se disent, bon, on a rien à mater ce soir, on va regarder ça. Ou genre, bah tiens, tout le monde en parle, qu'est-ce que c'est? Moi, c'est ce qui m'est arrivé. Je me suis dit, bah tout le monde en parle, j'ai rien à faire, je vais commencer. Au final, j'ai enchaîné avec plein de trucs. J'ai enchaîné sur Ajin, j'ai enchaîné sur Another, sur plein d'autres trucs. Et je me suis dit, il y a quand même des trucs vachement bien. Ouais, en plus, ce qui est pratique, c'est que là, tout est sur une même plateforme. C'est ça, ouais. Et que c'est une plateforme qui est, entre guillemets, pour tout le monde, parce que tu trouves du contenu pour tous, pour la famille, pour les vieux, pour tout. Donc, je trouve que c'est vachement plus agréable. Et puis même, je pense qu'il y a même certains parents qui peuvent se dire, bah vas-y, mon fils, il regarde ça. Vas-y, je vais tenter, peut-être regarder, mais tu vois, c'est plus accessible parce que quand t'es fan d'anime ou de manga, forcément, tu connais les plateformes qui te permettent de regarder ce genre de choses et tu peux t'abonner, etc. Mais une personne qui n'y connaît rien, genre moi, tu vois, je vais pas me dire je vais aller m'abonner à Wakanim, tu vois, pour aller découvrir une série. Non, le but, c'est vraiment de tomber dessus et de se dire, ah ouais, tiens, je vais mater ça, tu vois. Et ça donne un format vraiment plus accessible et c'est une plateforme qui est plus simple d'accès, je pense, que celles qui sont spécialisées parce que du coup, comme tu le dis, ça touche plein de gens et ça permet vraiment de faire découvrir cet univers-là et de montrer, de participer à la bonne image du manga et des fans de manga, de montrer que c'est pas que des stupidités et qu'il y a des trucs, enfin quand tu vois des animés qui parlent d'enlèvement, de meurtre, de sujets ultra là je prends l'exemple de Full Metal parce que du coup c'est le premier que j'ai vu sur Netflix. C'est quand même vachement mature comme ça parle de sujets assez durs des fois et c'est triste et t'as des émotions, tu vois, en regardant ça. Et ça permet de grandir aussi en regardant l'anime et je pense que c'est vraiment une bonne façon de découvrir ce qu'on ne connaît pas encore, tu vois, comme quand tu regardes une série et tu te dis bah je vais peut-être regarder autre chose, tu vois, et tu tombes sur un truc qui peut être sympa comme nul, tu vois. Il y a des animés genre Psycho Pass que j'ai regardé et je me suis dit ah ouais j'aime pas du tout, j'ai arrêté, mais c'est facile de passer à autre chose parce que t'as cette offre là qui te permet de le faire, quoi.
Ouais, et ça me fait repenser à ce que t'as dit au tout début, où tu disais que t'as été surprise que des animés, genre des dessins, puissent te transmettre ce genre d'émotion. Ouais. Et je pense qu'il y a des gens aussi qui s'attendaient pas, genre en regardant Full Metal, à tout ça, quoi, parce qu'au final c'est hyper profond comme manga et comme animé. Elfen Lied, l'animé, moi j'ai pleuré devant. Et pourtant, je sais très bien que c'est un truc fictif, mais j'ai pleuré devant. Je me suis dit, c'est un animé, tu vois. Comment dire, moi je partais du principe que c'était pas un film, c'était pas des vraies personnes, donc forcément je ressentirais pas ça, mais j'étais mal, tu vois. Et Full Metal c'est pareil, certains moments qui sont vraiment violents, surtout je me dis que les gens ils ont regardé ça quand ils étaient adolescents, tu vois. Moi j'ai regardé ça avec un œil d'adulte, donc j'étais encore plus choquée quand même, mais je me dis ah ouais quand même c'est violent, et c'est pareil pour des mangas genre Another ou Boku Dake ga Inai Machi, c'est des trucs ça touche à des sujets vachement importants, et les personnages en eux-mêmes des fois ont une histoire auquel tu peux t'identifier ou qui se rapproche de nous en fait, et ils ont des émotions, etc. Ils essayent vraiment de retranscrire les émotions qu'on peut ressentir au quotidien, et c'est bien. Et et tu m'offres une transition parfaite. Ouais. Est-ce qu'il y a genre un personnage ou je sais pas un manga auquel t'as pu t'identifier, genre vraiment? Konata Izumi de Lucky Star. Parce que à l'époque du coup moi c'est plus par rapport au fait que je sois une ota, donc une fan d'idol. Elle était otaku, donc elle aimait bien les mangas et tout, et je sais pas pourquoi son humour et sa naïveté, je me suis reconnue dedans. Je me suis dit putain, vraiment il y a des fois c'est moi quand je parle d'Heidi je deviens aussi débile que ça quoi, et je l'ai bien aimé. Et après il y avait, alors c'est un peu gnangnan, mais du coup Heidi elle était dans Bono qui faisait les génériques de Shugo Kiara, et du coup l'héroïne de Shugo Kiara, Amu, c'est une fille qui essaye d'être kakkoi, d'être forte, alors qu'au final elle est toute pipou au fond, et du coup grâce à ce Shugo Kiara elle découvre toutes ces parties d'elle-même, et cette série elle est sortie pile au moment où moi j'étais à l'adolescence, et du coup c'est là que tu te découvres, c'est là que tu te rends compte que t'as tes opinions, et toi aussi t'as des choses à penser, et que t'es légitime d'avoir ces sentiments là, et je me suis ici identifiée à son côté de j'essaye d'être kakkoi, j'essaie de montrer que je suis une femme forte, et en final au fond je suis une grosse victime. Et non vraiment je pense que ouais, vraiment Amu de Shugo Kiara et Konata Izumi, les deux mélangés, je pense que ça fait un bon mélange ça fait ça représente bien qui je peux être, ouais. En plus moi ce que j'aimais bien dans Amu, donc en fait c'est une fille qui elle n'est pas trop bien dans son lycée, dans son collège je sais pas trop. Et elle essaye d'être une rebelle, elle met un espèce d'uniforme, elle le change. Ultra émo. Ouais, et puis elle le change comparé aux autres pour essayer de se démarquer et tout. Et en fait, elle va trouver sous son oreiller, après avoir dormi, genre 3 œufs. Et en fait, ces œufs vont représenter différentes parties de sa personnalité. Et moi, ce que j'ai trouvé trop bien, c'est qu'en fait, c'est une personne qui est hyper émo, qui essaye de pas montrer ses émotions et tout. Mais en fait, c'est une grosse fragile, genre elle va tomber amoureuse et tout. Et en fait, ça montre aussi qu'une femme, ça pouvait être plus complexe que l'image qu'on pouvait juste avoir, qui est genre une personnalité et c'est tout, et ça va être la rebelle, et elle va être juste rebelle. Alors que là, en fait, non, elle a tout un panel il y a une partie d'elle qui aime bien la cuisine, qui aime bien faire des petits chocolats, et t'as une partie d'elle qui aime bien la musique, et t'en as plein, quoi. Et du coup, c'était assez bon d'avoir une image comme ça, t'as le droit d'aimer plein de choses, t'es pas obligé de te contenter d'une seule image, de partager qu'une seule chose toi-même. Moi, à cette époque-là, c'était le style un peu émo. Moi, j'ai grandi vraiment dans une famille qui adorait le rock classique, etc. Donc forcément, toute mon adolescence, j'étais un peu en mode meuf qui aimait le rock et tout, un peu avec des mitaines et tout machin. Et du coup, alors que ma chambre était tapissée d'Ailey, tu vois, et du coup non mais tu vois ce que je veux dire, c'est-à-dire que moi j'écoutais des filles qui dansaient en petite jupe, tu vois, en mode tu es ton vrai toi, aime-toi comme tu es, tu vois, et au final derrière je sortais avec des pompes de skate et tu vois des mitaines Monsieur Jack, tu vois, parce que j'étais en mode ouais, moi je suis le rebelle, j'écoute du rock aussi, tu vois, et du coup c'était rigolo en fait de me dire que j'ai pas besoin d'avoir que ce style-là pour être qui je suis. Et c'est un truc qui est très important à l'adolescence, je pense. Qui est un truc dont tu te... dont tu te détaches un peu quand tu deviens adulte. Quand tu deviens adulte, je pense que tu arrives à accepter que des fois t'as envie d'être comme ça et des fois comme ça. Mais quand t'es adolescent,
t'as envie d'avoir ton style à toi, que les gens ils te caractérisent pour ça. Et là, c'était intéressant d'avoir un personnage qui, du coup, ne pouvait pas être caractérisé et ne voulait pas, au fond d'elle, être caractérisée par ça, même si elle faisait tout pour, en fait. C'était intéressant, ouais. Et puis même, en plus, les autres personnages dans le manga, ils avaient aussi des Shugokara, ouais. Ouais, voilà, ils en avaient différents et d'autres qui étaient complètement opposés. Des fois, je me souviens, il y avait pas une chanteuse qu'on avait genre un démon et un ange. Si. Et j'étais là, c'est trop bien, c'est si cool, ouais. genre d'avoir les deux personnalités, bah... Voilà. Mais de façon ultra simple, ils nous ont expliqué, enfin aux enfants, parce que c'était une série destinée aux jeunes enfants, que t'avais le droit. En fait, je pense que plutôt que des personnalités, pour eux c'était plutôt des émotions. Oui. T'avais le droit d'avoir plusieurs émotions, t'avais le droit d'être en colère, et en même temps d'être contente, et d'être une figure liée, en même temps d'avoir un côté de toi qui était un peu rebelle, et c'était intéressant. Ouais. En plus, ce qui est cool, c'est que c'est quand même stylé, elle change de costume à chaque fois. Moi, j'étais trop fan de ça. Ouais. Non, mais en plus, du coup, comme je suivais les groupes du Halopolo qui faisaient ça, t'avais des groupes qui étaient en cosplay de ces Shugokara, de ces différentes Amu, et qui faisaient des chansons avec ça. C'était vraiment trop bien. Et t'avais un groupe qui reprenait les gardiens, avec leur uniforme et tout. Et franchement, c'était cool de se dire, ouais, en fait, c'est vachement stylé quand tu les vois en vrai aussi. Et il y avait même une comédie musicale à un moment qui a été faite, et t'étais là en mode waouh, ils ont leurs uniformes, parce que moi je voulais trop l'uniforme d'Amu, je la trouvais trop belle, et j'étais là en mode ouais, je veux trop et tout, couper des trucs comme ça. Quand je voyais les cosplays, j'étais là waouh. À un moment, ils vendaient des barrettes en forme de croix et tout, j'en avais acheté tout, j'étais trop folle. J'étais waouh. C'est parce que c'est juste parce que Hailey elle faisait l'ending, sinon je pense que j'aurais pas forcément regardé, parce que les Magical Girl, même Sakura, Card Captor Sakura, forcément je connais, mais c'est pas du tout ce qui me branche, ouais. Non. Bah, ouais. Après, Sakura, c'est très différent de... Ouais, mais tu vois, pour moi, c'est le même délire, tu vois, Okay. c'est Magical Girl, donc c'est pas... Tu vois, par exemple, il y a Doremi, je crois, qui était ultra populaire en France, j'ai jamais vu un seul épisode. J'aimais tellement. J'avais vu Kirari, du coup, j'ai acheté quelques mangas, parce que, je te dis, avec Koharu Kuzumi des Morning Musume qui faisait l'opening ou l'ending, je ne sais plus, mais du coup, je me suis dit, je vais regarder, parce que ça a l'air mignon, et en fait, j'aime pas du tout. Donc, ouais, après je sais pas quel âge t'avais, mais c'était vraiment pour les enfants qui la lit, donc... Ouais, c'est vrai, peut-être. T'étais peut-être pas le public. Ouais, peut-être, ouais. Mais bon, comme j'ai un Shugokara très sensible, je me suis dit peut-être que, voilà. Oui, c'est marrant aussi cette dualité que t'as genre un petit cœur trop sensible et t'aimes bien ce genre d'histoire mignonne, mais en même temps t'aimes bien les trucs gore. Je te rappelle, mais je te dis, je lisais Higurashi, et d'un côté je regardais l'anime Chi avec le petit chat, tu vois, donc à un moment il faut que je sache trouver le juste milieu. Mais ouais, non, je pense que je suis plus influencée par le synopsis et le style de dessin. Genre, il y a un manga que j'ai qui est Kappa no Kaikata, donc c'est l'histoire d'un gars qui trouve un kappa et qui apprend à s'en occuper, donc comment s'occuper d'un kappa, hein, littéralement le titre, et les personnages n'ont pas de visage. Il n'y a pas d'émotion. Ils ont un visage blanc. En fait, t'as pas les yeux, t'as rien, t'as aucune expression sur le visage. C'est à toi d'interpréter en fait les expressions. Et c'était intéressant à lire comme manga, tu vois. Et genre, moi, c'est pas du tout le. Alors, j'adore les kappa, mais tu vois, c'est pas pour autant que je vais kiffer tous les mangas qui parlent de kappa. Et en fait, là, j'ai vraiment été attirée par le style de dessin et de présentation de l'histoire. Je me suis dit, mais. Il n'y a pas de visage, alors que on sait très bien que dans les mangas c'est ultra important pour les japonais, le visage, l'expression, etc. Là il n'y en avait pas, et du coup je l'ai acheté pour ça, et parce que c'était le manga préféré d'Aili, mais passons. Et du coup en vrai c'est devenu une de mes séries préférées, ouais, j'aime bien. Voilà. Ça m'éclate parce que tu fais tout en fonction de ton idole préférée, et en même temps t'aimes bien et c'est cool. Et mais oui, mais tu vois, non, mais c'est pour ça on n'a pas forcément beaucoup de points communs, mais il y a des trucs qu'elle aime bien que j'ai appris à aimer avec le temps. Et je me suis dit, elle aime bien, donc je vais. C'est pareil pour la musique, les groupes qu'elle aime bien, en général, j'écoute. Forcément, j'aime pas tout, mais Funky Monkey Baby, c'est grâce à elle que j'ai découvert. Il y a plein d'autres groupes qu'elle m'a fait découvrir, et du coup, je me suis dit, pourquoi pas essayer les mangas aussi. Mais ouais, à l'époque, même encore maintenant, hein, quand elle dit j'aime bien un truc comme ça, je vais aller voir ce que c'est, tu vois. Je veux plus avoir la même spontanéité de me dire je vais acheter la même chose qu'elle, ou je vais faire la même chose qu'elle, mais à l'époque c'était le cas, ouais, j'étais là en mode elle a acheté ça veut dire que c'est génial, il faut le faire, tu vois. Les mêmes feutres qu'elle, j'ai acheté les mêmes feutres qu'elle et tout. Et du coup les mangas, quand elle parlait d'un manga, forcément il fallait que j'ai le même, quoi.
Mais en même temps, c'est normal, à l'adolescence, on a besoin d'un rôle modèle comme ça, et Ouais, ouais. elle a véhiculé ce rôle-là pour toi, quoi. Donc, Moi, c'était pas du tout des personnages de manga, c'était une vraie personne, mais du coup, elle me permettait de découvrir des mangas. Mais c'est cool, au final, tu vois, c'est comme si jamais t'avais eu un groupe de potes hyper influents qui t'auraient dit vas-y, lis ça, bah. Ouais, c'est elle pareil, a sauf rempli que j'avais pas d'amis, mais j'avais Hailey. Mais ouais, du coup, non, à l'époque, en plus, c'était ultra compliqué de trouver des animés à l'époque. À l'époque, c'était publié sur Dailymotion en. Ou sur Watt TV, tu te Oh. souviens de ça? Oh là là, ça laguait de ouf. Et genre, non, c'était publié sur Dailymotion, ouais, je me rappelle. Et du coup, t'avais des trucs en sub-viet et tout. Les gens, ils récupéraient ça de je ne sais où. Et j'étais là en mode, waouh, super, l'épisode qui est publié. Et il n'y avait pas cette mode de. Enfin, je veux dire, de faire des chaînes à propos de ça. C'était pas la mode encore des chaînes. Ça existait même pas. Mais t'avais des gens qui s'éclataient à republier des trucs qu'ils avaient piqués à droite à gauche. Et franchement, merci, hein, parce que à cette époque, c'était horrible. Mais heureusement, maintenant, on est dans une société où t'as quand même beaucoup plus accès à ce genre de trucs. C'est tellement qu'avant. cool. C'est tellement cool. Genre, Netflix, mais merci, vraiment. Genre... Non, mais franchement, ouais, après, même je te dis, anime et tout. parce que du coup, forcément, je parle japonais, les gens, ils pensent que je maîtrise à fond le sujet, mais pas du tout. Il y a des séries ultra cultes que j'aurais pu manquer s'il n'y avait pas eu Netflix. Là, du coup, il y a Wakanim et c'est quoi, c'est animé... non, c'est pas Digital Network, c'est quoi qui publie ADN? Ouais, c'est ça. Eux, ils publient Yakusoku no Neverland, donc forcément, j'ai regardé, tu vois, et puis j'ai mon copain qui est abonné, donc forcément, je lui pique son truc pour regarder, mais s'il n'y avait pas eu ce genre de service, moi, j'aurais pas connu des séries ultra populaires, tu vois, et c'est dommage, parce que tu passes à côté de trucs dingues, et je m'en rends compte maintenant, tu vois. Ça fait quand même plus de 13 ans, tu vois, que Full Metal, j'ai connu ça, et pourtant, j'avais jamais regardé, hein. Et du coup, grâce à ça, j'ai pu découvrir... j'ai pu regarder Qui c'est les yeux aussi, Parasite. On m'avait toujours dit ouais, il faut que tu le regardes et tout, c'est vachement bien. Et j'ai découvert, j'ai lu la série et j'ai loué les mangas parce que ça se faisait encore, enfin je sais même plus si ça se fait maintenant, mais je suppose que oui, au Japon. Je louais les mangas au lieu de les acheter. Et du coup, j'ai loué la série et en fait, il y avait le film qui pouvait être loué aussi, et du coup j'ai regardé le film, j'ai pas du tout aimé, et les mangas je les ai lus mais j'ai pas forcément accroché, et Netflix ils ont publié l'animé, j'ai regardé et j'ai kiffé. Donc il y a plein de séries comme ça te permet de redécouvrir des choses que t'as pas forcément aimé, au contraire de te dire non, en animé j'aime pas, je vais essayer de lire le manga, ce genre de choses. Donc ouais, il y a plein d'avantages, plus que d'inconvénients en tout cas. Et ouais. Et quel est le manga que t'as lu le plus récemment? Celui que j'ai lu le plus récemment, je pense que c'est Yakusoku no Neverland. Ok. Ouais. C'est le plus récent que j'ai lu parce que j'ai tout lu d'une traite. En japonais du coup directement. Et ouais, c'est le plus récent que j'ai lu. Mais j'aimerais bien avoir des recommandations. Eh ben, tu m'offres encore une fois une transition parfaite, Angélique. Parce que, voilà, dans ce podcast, incroyable, je décide d'offrir à chacun de mes invités... Ah, trop pipou! Voilà, un manga. En tout cas, le début d'une série ou une série complète quand c'est court. Et donc, moi, j'ai sélectionné un manga qui s'appelle Real, qui est un manga du mangaka qui a fait... R-E-A-L-M. Real, avec le M à la fin? Non, avec un L, genre comme le vrai Real. Et c'est fait par celui qui a fait Slam Dunk. Ok. Et c'est une série parce qu'en fait, bon... Angélique, du coup, sur ta chaîne YouTube, tu as publié un reportage sur justement un peu le traitement des handicapés au Japon et comment c'est là-bas. Ouais. Et ben en fait, ce manga, donc l'auteur de Slam Dunk, ce manga Slam Dunk, c'est un manga qui est hyper populaire au Japon sur le basket et tout. Et en fait, lui, après le succès de ce manga, donc forcément, c'était des gens valides qui jouaient au basket, et ben il a décidé de faire un manga sur le handi-basket. Ok. Et c'est incroyable parce que son trait est encore plus magnifique, genre vraiment c'est incroyable, et l'histoire est vraiment trop bien, les personnages sont ultra attachants et c'est super réaliste parce en fait dans ce manga tu vas suivre l'histoire de 3 personnes qui sont handicapées de façon différente dans des contextes différents. Ok. Et donc tu vas voir un peu leur évolution et comment est-ce qu'ils arrivent à se reconstruire, que ça soit une vie sociable ou même un mental, grâce au basket. Et franchement, cette série, mais je pense que c'est vraiment un de mes mangas préférés parce que c'est tellement humain, mais vraiment. Et donc, voilà. Ouais, merci. Mais c'est bien parce que du coup,
sur ma vidéo, du coup, sur le handicap, j'ai interviewé une personne, Kazu, qui fait du boccia, qui est un sport, du coup, un handisport. Et il m'expliquait, il y a certaines parties qui ont été coupées parce que c'était long, mais à quel point ça l'aidait, du coup, à rencontrer des gens et à se rendre compte que il n'était pas inutile et qu'il y avait des choses dans la vie qu'il savait faire et qu'il était plutôt doué. Et du coup, je lirai ça, promis. Ouais, et puis surtout qu'ils sont pas tout seuls aussi, parce qu'ils rencontrent d'autres gens. D'autres gens, on parlait de ça justement, le fait que ça lui permette d'avoir des rencontres régulières, etc. Et de voir de nouvelles personnes, parce qu'avec les matchs, etc., quand ils se confrontent, ils rencontrent d'autres personnes. Du coup, je lirai ça. Cool. Ouais. Voilà. J'aurais aimé un truc un peu plus gore, mais bon, on peut pas tout avoir dans la vie. Hein. J'ai hésité, mais je me suis dit, celui-là, il est trop bien pour passer à côté. Tu vois. Parce que tu sais que je suis une petite fleur sensible au fond. C'est pour ça. Mais ouais, mais en plus, genre... Enfin, je sais pas, genre c'est vraiment trop bien. Genre psychologiquement, on apprend trop de choses. C'est vraiment incroyable. Yes. Voilà, donc merci Angélique d'avoir participé à ce podcast. Toi. Même si j'ai raconté plein de choses qui n'ont pas de sens. Mais non, t'inquiète pas. Merci beaucoup. Merci. Et allez voir la chaîne d'Angélique, évidemment. SVP. Tous les liens seront en bas. Abonnez-vous. Je rends les commentaires. Dis pas ça. Au secours. Chers auditeuristes, merci beaucoup d'être restés jusqu'ici. J'espère vraiment que vous avez apprécié ce 3e épisode autant que j'ai aimé l'enregistrer avec Angélique. C'était une personne que je ne connaissais pas du tout personnellement et discuter avec elle avant, pendant et après le podcast, ça m'a fait vraiment extrêmement plaisir. Et ça m'a fait entre autres revenir plein de souvenirs d'adolescente où j'écoutais les CD des Buono en boucle dans ma chambre. Et aussi, si la personnalité d'Angélique vous plaît autant que moi, eh bien je vais vous mettre évidemment tous les liens utiles en description et en barre d'infos. Donc sachez qu'elle a une chaîne YouTube sur laquelle elle fait des vidéos en français et en japonais sous-titrées français. Comme ça, si jamais vous apprenez le japonais, vous pouvez progresser parce que en plus l'accent d'Angélique est vraiment très bon. Et aussi, petite promo pour elle, parce que j'aime vraiment ce format sur sa chaîne, un format qui s'appelle Toki News, qui est une véritable pépite d'information réalisée de façon ultra professionnelle. En gros, c'est un podcast qui sort quasiment toutes les semaines et qui résume les actualités japonaises. Donc si jamais vous voulez suivre les news du Japon mais que vous n'avez pas le temps, vous avez là une solution parfaite. Et enfin bien sûr, si jamais vous avez envie d'aller étudier au Japon, sachez qu'Angélique a sorti un livre dans la collection Pour les nuls. Son livre s'appelle donc simplement Étudier au Japon pour les nuls, et je vous le conseille fortement si jamais l'aventure des études au Japon vous tente. Et encore une fois, merci d'avoir écouté ce podcast jusque-là. J'aime trop vos retours sur Instagram, vraiment, vous êtes vraiment des crèmes, c'est vraiment trop cool. Je suis hyper contente et fière d'avoir enfin réussi à mettre ce projet en marche, et j'ai hâte que vous écoutiez toutes les prochaines interviews, et j'ai hâte d'aller aussi interviewer tous les gens qui sont prévus. Donc franchement, je suis trop contente, merci beaucoup pour tout, et puis à la semaine prochaine, si jamais vous écoutez ce podcast directement après sa mise en ligne, et puis surtout, bonne journée.